We're close. There should be no oasis in... Revenant triomphant, Ezio tombe cependant sur les deux courtisanes qu'il avait chargées de dérober l'argent du banquier pour le ramener à la Rose Fleurie. Malheureusement, les deux se sont fait suivre par des gardes qui se sont précipités dans la maison de passe. Et vous serez pas venu à l'idée, je sais pas, d'aller trouver un autre assassin? Je me doute que toutes les filles ne font pas partie de la confrérie, mais elles doivent sûrement savoir à qui s'adresser en cas de problème ou de catastrophe. Bon après, je m'emporte parce que deux personnages féminins inutiles, c'est pas génial, mais c'est vrai que tous les êtres humains de la planète sont pas des parangons de courage non plus. Ezio se jette donc dans le bâtiment, mais découvre avec stupeur que Claudia s'est déjà chargée des assaillants. Quoi? Et cela permet de rabibocher la fratrie. Ouais, enfin, de ce que j'en ai vu, ils avaient l'air de se faire un peu la gueule, mais pas non plus d'être en guerre froide, faut pas déconner non plus. Mais ça permet au moins à Ezio de piger que Claudia n'est pas juste une comptable, la Miss sait se défendre. Ezio se rend alors à la demeure de Bartolomeo, histoire de l'aider à se débarrasser du général français, le baron de Valois. Je maîtrise parfaitement la situation. Fermez les portes! Bon, on a parfois besoin d'un peu d'aide. Ezio aide alors les hommes d'Alviano à ne pas se faire déborder en fermant les herses, mais le baron de Valois débarque, expliquant clairement que si Bart ne se rend pas au lever du jour, alors Panta sera exécuté. Foudrage, Bart tente d'intimider le baron juste devant les murailles de son campement, mais finit par se résigner à l'échec. Mais alors qu'il admet sa défaite, Ezio a une idée. Pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt? Qu'est-ce que j'ai dit? Rassemble tes hommes dans les baraquements, je vais vous expliquer. Gueule le plus fort. T'es juste en face du campement français, je suis sûr qu'il y en a 2 ou 3 qui n'ont pas entendu que t'avais l'intention de jouer un coup fourré. Et le plan d'Ezio est pas si mauvais que ça en fait. En effet, il compte éliminer certains gardes français et leur dérober leur armure. Une fois ceci fait, Bartolomeo sera conduit comme un prisonnier par une troupe de ses hommes déguisés. Ceci dit, ça pourrait marcher si la troupe de garde en question avait été envoyée par le baron. Je vous laisse imaginer la situation. Vous êtes peinard dans votre camp, et en dehors, il y a quelques groupes de soldats qui font leur ronde ainsi que dans quelques forts retranchés. Vous voyez au matin une petite armée qui débarque avec le prisonnier. Prisonnier qui était censé venir seul et sans armes. Perso, non seulement j'ouvre pas la porte, mais en plus je les accueille à coups de flèche. Le plan est donc mis à exécution et... Mais... Excusez-moi. Messieurs, vous ne pensez pas que ce serait plus intelligent de mettre vos casques? Et sur le chemin, on se fait arrêter par plusieurs groupes de soldats qui nous attaquent sans même une once de raison. Je sais pas, c'est peut-être la preuve que votre plan c'est un peu de la merde. Bon, Ezio et ses hommes arrivent au fort de Valois et notre assassin s'adresse alors aux gardes. Alors, pour un souci de cohérence, on va supposer qu'Ezio parle couramment le français et qu'il n'a pas le moindre accent italien. Ça doit être la raison pour laquelle personne ne le capte. Et qui me dit que vous êtes des nôtres? Oh putain! Oh putain! Un garde intelligent. Ça, je l'avais pas vu venir. Enfin! Enfin, quelqu'un qui se pose les bonnes questions! Au moins c'est une manière de pas en rajouter une couche sur les Français en leur rappelant qu'ils sont lâches et sans honneur. Au moins ils nous voient pas comme des demeurés. Et qui me dit que vous êtes des nôtres? Vive la France! C'est bon, ouvrez! Non? Non, non, j'en ai marre, putain! Pas moyen! Quel acteur! J'ai connu quelques actrices à Florence. C'est alors que le baron de Valois débarque avec Panta pour accueillir Bart. J'aimerais dire que ça prouve qu'à défaut d'être vaniteux, idiot et lâche, il a au moins la décence de tenir parole, mais... Je sais pas, je le sens pas des masses en fait. Évidemment, Bart la ramène, avec une remarque pas piquée des hannetons en fait. Tu penses qu'être à la tête d'une armée te confère la noblesse? La noblesse, on l'acquiert en luttant aux côtés de ses hommes! Pas en enlevant une femme pour fausser l'issue d'un combat! Montre que t'en as dans le pantalon et relâche ma femme! Alors, je sais pas ce qu'il en était en Italie, mais c'est vrai qu'en France, au Moyen-Âge, pour être noble, il fallait payer l'impôt du sang. Grosso merdo, si vous vouliez être aristo, fallait prendre les armes et partir à la guerre chaque fois qu'on vous le demandait. Ce qui a dégénéré au fil des siècles en France, et les nobles sont peu à peu devenus les lopettes inutiles et oisives que l'on connaît avec la Renaissance. Manque de bol, Octavien de Valois le prend extrêmement mal, menace de tuer Panta, mais Ezio déclenche le signal de la guerre. Ok, je pense que tes chances de sauver Panta auraient été plus grandes si tu t'étais précipité sur Octavien afin de le tuer d'un coup de lame secrète. T'es encore en armure française, donc ça l'aurait fait hésiter à tirer, sans aucun doute. Sauf que du coup, il a le temps de s'enfuir assez loin avec son otage, mais Ezio parvient jusqu'à lui sans se faire repérer, en massacrant tous ceux qu'il croise avant qu'il ne donne l'alerte. Et il finit par exécuter le baron de Valois et... Je voulais qu'on me respecte, rien de plus. Le respect se gagne. On n'en hérite pas ni ne l'achète. Tu as sûrement raison. Oh, si j'avais su. Et bah voilà, putain! Enfin! Enfin
Enfin une bonne confession. Enfin une bonne idée de psychologie, putain. Et d'ailleurs on continue avec les bonnes idées puisque les retrouvailles entre Bart et Panta sont tout de même assez touchantes. Bon, c'est pas les plus touchantes au monde non plus, faut pas déconner, mais c'est touchant. Il est maintenant temps de s'occuper du cas du fameux Pietro, le soupirant de Lucrezia. Mais la Volpe hésite. Les Borgia ont un informateur parmi les assassins, et pour lui, même s'il n'a aucune preuve, ça ne peut être que Machiavelli. Et vu que pile à ce moment on a un voleur qui débarque en gueulant « On a été trahi !» autant vous dire que ça commence à faire beaucoup contre notre cher philosophe. C'est donc parti pour une mission de massacre de soldats, avant de bondir sur les chevaux pour aller secourir les voleurs. Même s'il ne reste qu'un seul survivant. Le dire rescapé nous informe que Cesare, ayant eu vent des infidélités de Lucrezia, a donc envoyé Micheletto, le meilleur tueur à gages de Rome, pour régler son compte à l'amant de sa sœur. Alors, vu le personnage mégalo et ultra dominateur, c'est parfaitement compréhensible. Et pour les assassins, c'est pas une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on doit maintenant le retrouver avant qu'il se fasse dégommer. Mais on apprend également avec le deuxième seul survivant du deuxième groupe d'espions, que Pietro étant acteur, il jouera un rôle où, suspendu à une croix, il sera transpercé d'une lance par Micheletto. En gros, le deuxième est au courant du plan des tueurs, et le premier nous a juste informé que Micheletto serait de la partie. Pourquoi on l'a sauvé le premier en fait? Non, parce que niveau espionnage j'y crains un peu. Le tout c'est de savoir où il est le fameux Pietro. Mais on ne sait pas. Sérieusement? Ezio l'a entendu, Pietro c'est un acteur qui va rejouer ni plus ni moins que le Christ lors d'une scène de théâtre. Alors je sais qu'à l'époque, les gens pouvaient pas se faire autant de pubs que nous, mais faudrait voir à pas se foutre de la gueule des gens non plus. Si les voleurs sont capables de piger que le meilleur tueur de Rome a été engagé pour buter un Gugus, je vois pas ce qui les empêche de piger qui est leur cible et où celle-ci devra jouer. Ezio décide de se passer des services des incompétents et va donc se contenter de suivre Micheletto. Oui, parce que le tueur censé être discret, on l'a repéré sans aucun problème. Tandis que l'acteur qui tente de jouer une pièce qui attirera probablement énormément de monde, lui par contre il est introuvable. Mais de son côté, Volpe est de plus en plus persuadé que tous les problèmes des assassins viennent de Machiavelli, et qu'il faut le supprimer sans attendre. Et il menace même de s'en occuper si jamais Ezio refuse d'assumer son rôle. Et oui, ça arrive. Des fois la méfiance peut rendre dangereux. Mais j'ai pas envie de dire quoi que ce soit de méchant sur Volpe. Qu'il soit parano, ok, ça peut se comprendre. Mais ça ne serait sans doute pas arrivé si Ezio avait pris la peine de s'occuper de ce détail. S'il avait fait surveiller Machiavelli, s'il l'avait interrogé, ce genre de choses, tout ça aurait pu aider à disculper ou à accuser Machiavelli. Et ça aurait évité des débordements pareils. Donc pour le coup, c'est très con, mais vu le manque de réactivité d'Ezio, cette séquence est parfaitement logique. Tu veux pas écouter mes soupçons alors qu'on a de vraies raisons de s'en méfier? Ok, bah je vais me salir les mains. Ezio se rend donc à l'emplacement de Micheletto, où se trouve également Cesare, qu'on pourrait facilement éliminer d'une balle ou d'une fléchette empoisonnée, avant qu'il ne prenne encore la tangente. Mais bon, on va dire que Ezio s'étant cassé le cul à pondre un plan, il a pas envie de le remettre en question, même s'il y a des chances que ça puisse se simplifier. Il se trouve donc que Cesare a une discussion avec Francesco Trocche, le frère d'Egidio, s'ensuit une séquence de meurtre ultra prévisible, puis Ezio se décide à suivre ce cher Micheletto, qui distribue les costumes de la pièce à différents hommes aux quatre coins de Rome. Pourquoi ne pas avoir rassemblé tous les gardes en question au même endroit pour ne pas perdre son temps? Ezio charge alors ses recrues d'éliminer tous les gardes ayant reçu des costumes, afin de permettre leur remplacement. Ce qui est une excellente idée. Si Micheletto se retrouve tout seul et encerclé par les assassins, il aura d'autant plus de mal à éliminer sa cible. Micheletto arrive donc sur le lieu de la pièce de théâtre, le Colisée, et je reste persuadé que n'importe quel Gugus aurait pu apprendre cette info s'il avait été un tant soit peu attentif aux comédies de la ville, et notre cher tueur reçoit la visite de nos recrues déguisés en soldats de l'Antiquité, auxquels il expose son plan. Ce qui, bien évidemment, est censé se retourner contre lui vu qu'il n'a aucun complice. Mais ça ne veut pas dire qu'Ezio va pouvoir se tourner les pouces, loin de là. Il lui sera nécessaire de s'introduire dans le Colisée, d'éliminer tous les tireurs en hauteur, et au final de sauver Pietro. Mais à cet instant, Ezio se pose une question existentielle. Merde. Quelle est la croix de Pietro? Attends, t'es sérieux là? En admettant que tu ne saches pas le repérer, alors que tu as déjà vu son visage et entendu sa voix, ce qui connaissant ton parcours m'étonnerait quand même sacrément, eh bien tu sais que Micheletto se chargera de le transpercer d'une lance. Mes connaissances en catéchisme se résument au b.a.-ba, mais il me semble que Jésus, sur la croix du milieu et porteur de la couronne d'épines, était justement le seul à se faire transpercer d'une lance. Je veux bien qu'aujourd'hui ce détail ne puisse pas être connu de tout le monde, mais dans l'Italie du XVIe siècle, ça passe moyen. La pièce continue et Pietro reçoit une éponge gorgée de liquide afin d'y boire. Puis Ezio, continuant sa mission, rejoint l'intérieur du Colisée pour y revêtir également un habit de centurion, pour jouer son rôle sur scène, repérant à la fois sa place et la victime à protéger grâce à ses visions d'aigle. Ah, la vision d'aigle. Plus on avance dans les jeux, plus ça devient une espèce de couteau suisse scénaristique. Quoi que tu veuilles repérer, la vision d'aigle t'y aidera. Non mais,
sérieusement, à la base, c'est juste censé permettre aux joueurs de repérer des émotions, de deviner qui est allié, qui est ennemi, point barre. Et de deviner la cible actuelle, ok, mais ça n'a jamais servi à plus. Bref, on sait qui est Micheletto, on avance sur lui, on l'élimine, sauf que, damned, le vin qu'a bu Pietro était empoisonné. Ok, comme il le dit, il n'a rien laissé au hasard, ça peut se comprendre. Et... Je suis pas encore mort. Je ne suis pas venu te tuer. What? Oh oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! si Ezio épargnait Rodrigo dans l'épisode précédent, ça avait un sens. Parce que le personnage en question avait été détruit psychologiquement et ne représentait plus du tout une menace pour les assassins. Pourquoi épargner Micheletto? Le mec est toujours un tueur à gages. Il est toujours au service de Cesare. Il n'a à aucun moment renoncé à vivre. Et putain, à aucun fucking moment, il n'a dit qu'il changerait de camp. S'il y a bien un Gugus que t'as intérêt à tuer dans ce putain de Colisée, c'est lui. Et si vraiment vous vouliez nous donner une raison pour Ezio d'épargner un tueur, il faut les donner aux joueurs ces raisons. Parce que là c'est juste un retournement scénaristique pourri, un Deus Ex Machina qui n'a aucun putain de sens. Celui qui fait tout pour faciliter l'accaparement du pouvoir finit par causer sa propre perte. Waouh. C'est clair qu'avec ça, tous les Borgia ont changé de bord. Ezio embarque donc Pietro chez le médecin, recevant même l'aide des mercenaires de Bartolomeo au passage, et finit par réussir son office. Oui, car d'un seul coup, 1 million de gardes ennemis viennent de popper de nulle part pour nous agresser, mais bon. Coup de bol, le Toubib est un Dr House de la Renaissance, et il identifie le poison en un quart de seconde avant d'en refiler l'antidote. Coup de bol. Et c'est cool, Ezio reçoit la fameuse clé, et c'est alors qu'il recroise le fameux borgne du début d'histoire. Et là, flashback. Il comprend alors que le traître renseignant les Borgia, c'est lui. Ça pourrait aussi être le Gugus qui s'est retrouvé tout seul après l'assaut, et qui, ayant cru tous ses compagnons morts, a fini par rejoindre Rome dans l'espoir de se venger, et... ah bah non, en fait c'est bien lui la taupe. Et en plus il se fait protéger par des gardes Borgia, et des fois qu'on aurait un doute. Mais étant découvert, l'homme se jette sur la lame secrète d'Ezio, souhaitant longue vie aux Borgia, et... on n'en saura jamais plus sur lui. Longue vie aux Borgia! Et ça aussi, c'est un gros problème. En se suicidant et en hurlant cette phrase, ça veut dire que le traître ne bossait pas pour eux pour l'argent ou par peur. Il était fondamentalement de leur côté. Pas du côté des Templiers, du côté des Borgia. Mais on ne sait pas pourquoi, on ne connaît même pas son nom. Comprenant l'erreur de Volpe, Ezio se précipite au secours de Machiavelli pour l'empêcher d'être poignardé par son propre ami. Bon, Machiavelli est déjà au courant de tout ce qui s'est passé au cours de la pièce alors que ça vient pratiquement de se terminer, ce qui est déjà pas mal niveau info, mais en plus ça rend les espions de Volpe encore plus incompétents. Mais bon, c'était l'occasion de faire une petite blague et elle est bien trouvée donc je pardonne. J'ai appris que la Passion jouée au Colisée a eu un final inattendu. Ah bon? Apparemment, Jésus-Christ a ressuscité avec 3 jours d'avance. Notre assassin revient donc à son QG et vu que tout va bien, que les ennemis sont en déroute et tout, il choisit de rassembler son groupe d'assassins ainsi que Claudia qu'il fait entrer à son tour dans l'ordre, lui apprenant ainsi l'existence de la confrérie. Ouais. En admettant que la Miss soit suffisamment conne pour ne jamais s'être rendu compte de rien, ce qui, excusez-moi du peu, mais à aucun moment Claudia avait l'air de ne pas connaître les assassins. Et si vraiment elle ne savait rien, elle a jamais eu l'air de poser plus de questions que ça. Et puis, pourquoi la faire rentrer dans l'ordre? Parce qu'elle a réussi à buter quelques soldats? Bravo Sherlock, elle sait se battre. Mais est-ce que ça suffit pour devenir un assassin? Oui, parce que la cérémonie qu'elle subit, elle est réservée à des recrues de haut niveau, du genre qui ont fait leurs preuves pendant des mois et des mois. Je vois pas en quoi Claudia mérite d'arriver directement aussi haut dans l'échelle sociale en fait. Et le fait qu'elle sache se battre ne prouve pas qu'elle aura déjà la capacité d'ignorer la peur pour faire un saut de la foi, ou d'être une surdouée de l'infiltration. Même si, en l'occurrence, vu son frangin, ça doit pas être la qualité la plus recherchée. Enfin bref, cette scène me dérange parce qu'elle n'a franchement pas d'utilité. Ou alors s'il y en a une, elle est tellement floue que ça donne l'impression de servir à rien. Néanmoins la suite est davantage crédible. Machiavelli énumère les nombreuses qualités d'Ezio ainsi que la manière dont il a lutté contre les Borgia et reforgé la Ligue des Assassins. Et considère donc que notre héros se devrait de devenir il mentore, le chef de tous les assassins. Bon après petit doute de ma part, je ne sais pas si ça veut dire qu'il devient le big boss de tous les assassins d'Italie, ou s'il devient le grand patron de tous les assassins du monde. Mais on va dire que c'est un détail, pour cet épisode. Néanmoins surpris par le revirement d'attitude de Machiavelli, Ezio l'interroge, et notre philosophe favori lui répond que c'était bel et bien lui qui l'a ramené à Rome. Pourquoi tu lui as menti là-dessus en fait? Que tu lui caches des choses, ok, mais lui mentir ouvertement, je vois pas trop l'intérêt. Surtout, bah pour ça, quel intérêt t'avais de lui mentir sur le fait que tu lui avais sauvé la vie? Mais effectivement, la distraction au château, l'arrivée des mercenaires au Colisée, tout ça était un coup de pouce de la part de Machiavelli.
Ouais, j'ai des doutes qu'avec des infos aussi pointues, il ait pas fini par piger les soupçons portés par Volpe. Mais bon, qu'il ignore ses intentions de meurtre, ok. Mais de là à toujours demeurer dans l'ignorance, bof bof. Mais voilà que la nouvelle tombe. Cesare est de retour à Rome, et au Castel Sant'Angelo qui plus est. Ezio choisit donc d'aller lui régler son compte une bonne fois pour toutes, et... Un jour, j'ai l'intention d'écrire un livre sur toi. Fais en sorte qu'il soit court. Est-ce que c'est pas un des plus gros voutages de gueule qui soit de la part d'Ubisoft? Bref, de retour au Castel, Ezio surprend une conversation entre le pape et son fils. En effet, si Cesare est de retour, c'est parce qu'il est ruiné et que son armée a majoritairement mis les voiles. Des plaintes qui n'intéressent que très moyennement Rodrigo. Est-ce que vous comptez me donner de l'argent? Non. Sans déconner, est-ce que ce dialogue vous rappelle pas vous-même, pendant l'adolescence, à essayer de grappiller du fric à vos parents sur votre argent de poche? Parce que moi j'arrive pas à voir Cesare autrement en fait. Et c'est ça le problème de Brotherhood. Notre ennemi est un gamin pourri gâté et sujet aux crises de colère, qui n'est même pas à considérer comme un templier. Il pioche juste dans leurs ressources. J'utiliserai le fragment d'Éden pour parvenir à mes fins. Et je n'aurai plus besoin de votre aide. Un gamin capricieux, je vous l'avais dit. Et vous voulez la preuve de ce que j'avance, comme quoi les templiers sont innocents dans cette affaire? Ce sont les assassins qui l'ont tué. Vous auriez dû les en empêcher. De quelle manière? Ce n'était pas ma décision d'attaquer Monteligione, mais la tienne! Il serait grand temps que tu assumes la responsabilité de tes actes. Non, de mes exploits. Ceux que j'accomplis, malgré l'ingérence d'incapables, tels que vous. Un gamin capricieux, autoritaire et égocentrique. Super l'ennemi, pas du tout manichéen. Cesare! Notre père veut t'empoisonner! Oui! 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 Vive Rodrigo Borgia! Portons ce mec en triomphe pour son geste héroïque! Je veux qu'on canonise ce pape pour ça, il le mérite! Manque de bol, Cesare a encore un peu de temps avant de réagir avant que le poison fasse effet. Et... Attends, Rodrigo, pourquoi tu recules? Sérieux, tu fais face à un mec sans scrupules, qui n'a aucune hésitation à tuer pour le pouvoir, et tu lui fais barrage devant la pomme d'Éden sans trembler. Pourquoi maintenant qu'il sait que tu l'as empoisonné, tu devrais avoir peur de lui? D'autant que, rappelons-nous de ses capacités physiques dans l'épisode précédent. C'est loin d'être un incapable au corps à corps, le Rodrigo. Ouais. Comme quoi, le gameplay et la cinématique montrent toujours une vérité bien différente. Aimant tout de même son papounet, Lucrezia tente de s'interposer, révélant qu'elle-même sait où est caché l'orbe. Résultat des courses, Cesare se retourne contre elle et menace de l'étrangler si elle ne lui avoue pas tout. Elle tente malgré tout de lui rappeler que « Ah bah on est censé être des amoureux transis, mais révélation de ouf godin, Cesare n'en a rien à battre de sa sœur et veut juste le pouvoir. » Wow. Je suis sûr que énormément de gens ne s'attendaient pas à cette révélation. Alors, autant cette scène permet de voir Lucrezia sous un jour un peu plus noble, puisqu'une fois qu'elle a pigé ce micro-détail, elle change de camp aussi sec. Par contre, pour Cesare lui-même, je pense qu'on l'avait compris. N'importe qui a dû deviner au fil du temps qu'il se contrefichait de sa frangine. Malheureusement, lorsque Ezio arrive, non seulement Rodrigo est mort, mais je persiste à dire qu'il s'est un peu racheté en ces dernières heures, et Lucrezia a fini par lâcher l'info, permettant à Cesare de mettre les voiles. Alors qu'il y a moins de 10 secondes, on l'entendait encore gueuler comme un putois par la fenêtre. Je sais où va ce maudit chien. Saint-Pierre. L'édifice dans la cour. Merci. Oh, ça! Niveau développement psychologique, c'est bon! Lucrezia révèle l'information à son pire ennemi, mais elle ne le fait pas dans un but noble. Elle le fait dans une optique de vengeance. Elle en a rien à carrer des assassins. Elle s'est juste rendue compte qu'elle ne servait à rien, et elle cherche à priver Cesare de ce qu'il souhaite de plus qu'elle. Et quand elle avoue, elle ne regarde même pas Ezio, elle détourne les yeux et baisse la tête. Ok, je me suis vengé, mais le grand amour de ma vie ne m'a jamais aimé pour de vrai. Alors on ne verra plus Lucrezia dans le jeu à partir de cet instant. Ce qui est un peu con parce que j'aurais bien aimé savoir comment ce serait passé pour elle après. Si elle était restée en dehors du conflit assassin-templier, ou si au contraire elle aurait eu un rôle plus actif dans un des deux camps. Non, parce que sa description dans la base de données, elle n'est pas vraiment suffisante. Assassino! Cazzo. Je m'occuperai de toi, plus tard. Sérieux? Alors que les deux ennemis se heurtent accidentellement, pourquoi pas ça arrive? Sauf que... Primo! Cesare, ça fait plusieurs minutes qu'il est parti, et a visiblement emprunté le même passage, donc je vois pas pourquoi on le croise. Deuxio, excusez-moi, mais Ezio qui n'est pas capable de se rétablir lors du contact, et qui se fait juste refermer la porte-nez en mode « fuck off, c'est le scénario qui l'a dit »,
c'est quand même un sacré foutage de gueule. Ezio est censé être une armée à lui tout seul et a des réflexes de serpent lui permettant de réagir quasi instantanément de manière à buter le plus de types possible. Je vois pas pourquoi il buggerait alors qu'il tombe devant Cesare, qui tente justement de rattraper. D'autant que, tertio, Cesare vient d'absorber un poison qui a réussi à foudroyer le pape, alors que lui-même continue à courir comme un jouvenceau. Bref, Ezio parvient à fuir le château et à rejoindre la basilique Saint-Pierre où il récupère la fameuse pomme d'Éden au nez et à la barbe de Cesare. Et en parlant de ce dernier, le poison commence enfin à faire effet, le contraignant à laisser ses gardes s'occuper de l'assassin. Mais manque de bol, Ezio ayant la pomme, il n'a aucun mal à se débarrasser des myriades de gugus que lui envoie son adversaire, contraint de s'enfuir à toutes jambes à cause de la courante. Oui, c'est ridicule d'appeler ça comme ça. Et je suis désolé, ça en a vraiment l'air. C'est donc un véritable massacre de soldats, et en plus, Ezio parvient à s'enfuir avec la pomme. Donc pour le moment, c'est bon pour nous. Et là, on va avoir droit à une des meilleures séquences du jeu. Non, pardon, je reformule. À quelque chose qui aurait pu être une des meilleures séquences du jeu. En effet, pour s'assurer que Cesare n'aura plus jamais aucun soutien, il s'agit de le débarrasser de ses partisans. Et Ezio choisit de frapper à l'aide de l'orbe d'Éden, dont le gameplay est à mon sens foireux et sans véritable intérêt. Ensuite, parce que les ennemis surgissent par grappe de 5 et n'ont aucune raison d'arriver de tous les côtés alors que Cesare n'est parti que d'un seul. On peut vérifier, mais je pense pas qu'ils avaient inventé les Tokiwoki à l'époque. Sans compter qu'à chaque fois, on tombe sur Cesare, qui se contente de s'enfuir en laissant ses bidasses faire le reste. Alors d'une part, c'est lâche, et ça m'étonne qu'en apprenant les précédents déboires, aucun garde n'ait jamais tenté de le trahir. Et ensuite, Ezio, est-ce que tu fais exprès de le laisser filer à chaque fois? Non, parce que s'il fait un minimum d'efforts pour être discret, il peut avoir Cesare dans la zone d'influence de la pomme, et donc il en fera ce qu'il voudra. Il a absolument aucun intérêt à se montrer dès le début pour en narguer l'ennemi. Ça, c'était une tactique des premiers assassins, ceux du Moyen-Orient. Là, ça fait 5 siècles qu'ils essaient de se la jouer discret. C'est pas pour rien qu'ils ont autorisé le poison et développé des techniques d'élimination discrètes, pour pas se faire repérer. Et une autre preuve que les Templiers n'ont rien à voir avec cette histoire, c'est qu'en tentant de convaincre les alliés Templiers de le soutenir, ceux-ci l'envoient proprement chier. En effet, le pouvoir des Borgia étant en train de s'effondrer, Cesare n'a plus l'allure du croque-mitaine ultra dangereux d'autrefois. Et il est enfin temps, en décembre 1503, de porter le coup fatal à ce petit con, alors qu'il a rassemblé ses meilleurs et probablement derniers hommes derrière les grandes portes de Rome. Mais comme par hasard, dès le début du combat, Cesare se retrouve bien à l'abri derrière les portes, alors que moins d'une seconde plus tôt, l'arrière s'était grande ouverte, et c'est parti pour une ultime session de combat, face à des soldats qui sortent de tous les côtés, alors qu'ils étaient censés être tous rassemblés au même endroit et que Cesare ne s'attendait pas à une attaque. Les troupes de Micheletto se massent derrière moi. Nous allons enfin reprendre possession de ma cité. Ok, donc déjà, raison numéro 1 pour laquelle il aurait fallu buter Micheletto et non l'épargner. Et ensuite, Cesare, t'es sérieux? Tu y crois vraiment? Ezio a la pomme d'Éden. Tous ceux que tu lui enverras seront soit tués, soit convertis. Lui envoyer une armée entière à la gueule, de base, c'est la pire idée que tu puisses avoir. Et je pense pas que ce soit la pire que tu aies pondue de toute ton existence. Mais retournement de situation, il s'agit en fait des troupes du nouveau pape qui a ordonné l'arrestation de Cesare. Regardez la séquence de son arrestation. On dirait un gamin qui se fait réprimander par un adulte. Je sais pas comment était le vrai Cesare Borgia. Et même si je me doute que c'était probablement un des pires connards qui soit, je pense pas qu'il était immature à ce point. Donc si vous espériez qu'on craigne vraiment Cesare, qu'on le voit comme un des antagonistes les plus marquants de la licence, c'est raté. Mais Ezio reste inquiet, à cause des dernières paroles de Cesare, ainsi que sa promesse de se libérer de ses chaînes, comme s'il semblait persuadé qu'il échapperait à son destin. Pour le réconforter, Leonardo lui propose de se servir de la pomme pour voir l'avenir. Oui, visiblement, ça peut aussi faire ça. Ce qui ajoute davantage le côté Deus Ex Machina de l'engin. Sérieux, reprenons. Depuis le premier épisode, on sait quoi là-dessus? Ça peut provoquer des illusions. Ça peut convertir des individus au mental relativement faible, et même provoquer la mort. Ça permet aussi d'avoir des connaissances sur une technologie avancée. Jusque-là, ok. Et en plus, ça permet de voir l'avenir? Là par contre, j'ai de gros doutes. Toutes les capacités de l'orbe, jusqu'à présent, étaient cohérentes avec ce qu'on en disait. Un artefact d'une civilisation antérieure, dont la technologie s'apparentait presque à de la magie. Alors oui, peut-être qu'ils avaient développé une certaine manière d'anticiper l'avenir, c'est possible. Mais sur de gros événements, comme le cataclysme solaire qui finira par se reproduire. Pas sur l'évasion d'un dictateur en puissance. Non seulement ça n'a aucun sens, et ensuite, ça insinuerait que Ezio aurait fini par avoir conscience de tout ce qu'il attendait, que ce soit dans Brotherhood ou dans Révélation. Et enfin, Altaïr, qui est quand même pas le dernier des neuneux et qui a passé les 3/4 de sa vie à utiliser la pomme, je pense qu'il aurait laissé des messages un chouïa moins sibyllins, et aurait prévu des trucs spécifiquement pour ses descendants, afin de les ramener dans le droit chemin ou pour leur faciliter la tâche. Hein? Vous pensez que c'est logique parce qu'on ne peut pas connaître tout l'avenir qui concerne la caste?
Cesare avait raison, je dois partir. Tu abandonnes tes amis? Cette confrérie va perdurer. Avec ou sans moi. Donc avec environ 2 secondes d'observation, on a probablement droit à plusieurs décennies d'infos. Je vous laisse imaginer ce que ça donne pour quelqu'un qui s'en sert pendant plusieurs jours, voire plusieurs années. Et enfin, c'est une facilité scénaristique. C'est tout. Donc bref, Ezio finit par regarder l'avenir, après une hésitation de 17 secondes, waouh, quelle volonté de faire. Il comprend que Cesare s'est effectivement évadé, et on retrouve donc la scène de l'affrontement final du début. C'est pas trop tôt. Et bien entendu, à peine effleuré par la lame secrète, Cesare va se réfugier derrière ses gardes, et Ezio le laisse faire. Sérieux, pendant le temps où il se met à hurler, j'aurais largement eu le temps de lui sauter dessus pour l'égorger. Ou mieux, lui tirer une balle dans la tête. Ezio, est-ce que tu veux vraiment le buter ou pas? Non, parce que là, je crois que t'es pas sûr à 100% de ce que tu veux, là. Bref, Cesare s'enfuit encore pour laisser Ezio massacrer ses hommes. Mais un boulet de canon explose à proximité, envoyant notre assassin dans les vapes. Et nous révélant enfin où et quand nous nous trouvons, c'est-à-dire à Vienne en mars 1507. Donc grosso modo, 5 ans après qu'on ait fini l'intrigue principale de Brotherhood. Tu t'es pas pressé la couenne, Ezio, hein? Non, parce que si effectivement t'avais pu lire l'avenir grâce à la pomme avec autant de précision que l'insinue le scénario, t'aurais sans doute pu le repérer beaucoup plus vite et régler cette histoire en un claquement de doigts. Là encore, vous l'aurez pigé, depuis l'épisode 2, on sent que le combat final contre Cesare sera une purge extrêmement longue, sauf que ce point qui énervait déjà pas mal dans l'épisode 2 est renforcé ici par l'aspect protection au scénarium du personnage. Vous allez me dire, ouais, mais faut respecter un minimum l'histoire, Cesare est mort à cette période. Ce à quoi je réponds, Connerie. tous les personnages de la licence d'Assassin's Creed ne sont pas réels. Non seulement les personnages principaux sont fictifs et comblent les blancs de l'histoire, mais c'est aussi le cas de certains persos importants, qu'il s'agisse d'alliés ou d'ennemis. Si Micheletto existe bel et bien, ce n'est pas le cas des frères Trocche, dont l'un est toujours vivant et susceptible de laisser une trace dans l'histoire. Juan Borgia n'a jamais été cardinal, et sa mort est différente. Personne n'en a jamais été témoin et on a juste retrouvé son cadavre flottant dans le Tibre. Respecter l'histoire à la lettre, c'est pas la préoccupation principale de la licence. Après, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Assassin's Creed a le droit d'inventer des personnages ou de remanier des biographies en fonction de ce qu'il arrange. On joue à un jeu vidéo, bordel, on suit pas un cours d'histoire. Le problème, c'est que trop souvent, les rares remaniements et absences de remaniements ne sont rien d'autre que des justifications du gameplay, qui apparaît à mon sens comme une fainéantise des développeurs. Enfin bref, Ezio reprend conscience, parce que oui, c'était le seul mec assez badass pour survivre sans la moindre égratignure à l'explosion proche d'un boulet de canon, mais en plus il garde assez la forme pour se lancer dans une course effrénée sur un territoire désert, mais qui mérite néanmoins d'être criblé de tirs de canon et d'avoir été miné. Hein? Les mines n'existaient pas à l'époque? Et ça, c'est quoi selon vous? Alors, je le répète, j'ai pas fait l'armée, mais moi j'appelle ça une mine. C'est d'ailleurs une de ces mines qui provoque la mort du cheval d'Ezio, le contraignant à continuer à pince. Et il affronte au passage des soldats ennemis de Cesare et... Hein? Faire la paix avec des gens qui ne m'ont rien fait? Non. Et pour bien nous montrer que Cesare est un enculé de première, au cas où on ne l'aurait pas compris, on a une magnifique cinématique où il refuse d'aider une mère en larmes et inquiète pour son fils, et la laisse se faire exécuter par ses gardes sans même lui accorder un regard. Un type bien ce Cesare. Ezio escalade non pas une mais 2 tours de siège, dont une en flamme, pour finalement débarquer sur les murailles de la cité que notre cible tente d'envahir. Et enfin, on se retrouve nez à nez avec Cesare, qui accepte enfin l'affrontement. Un duel en 1 contre 1? Vous connaissez pas Assassin's Creed, vous? Non seulement Cesare est comme vous, armé d'un mousquet et peut s'en servir à tout moment. Ouais, non, lui il a pas besoin de le recharger. Vous, ça vous prend un peu de temps, mais pas lui. Et après seulement quelques secondes, les gardes rappliquent pour vous compliquer la tâche. Comme si ça ne suffisait pas, une fois encore, on se retrouve face à un ennemi cheaté, qui est insensible aux attaques simples, insensible aux contres, il possède la plus grosse barre de vie du jeu, et le temps nécessaire pour lui en faire perdre ne serait-ce qu'un point est tout simplement ridicule. Et vous vous dites qu'il est temps de devenir un véritable assassin et d'user des fameux fumigènes pour étourdir tout le monde, afin de mieux éliminer votre cible? Que dalle! Cesare est également insensible aux fumigènes, contrairement à ses gardes. En gros, pour tuer Cesare, vous n'avez que 2 options. Esquiver un de ses coups pour l'attaquer rapidement et enchaîner, ou l'attaquer lors d'une suite de meurtres en série. Il s'agit des 2 seuls moments où vous pouvez le toucher. J'ai rien contre le fait qu'un boss de fin soit plus costaud et résistant que les autres, mais comme je vous l'ai dit dans l'épisode précédent, il faut que ce soit logique. En termes de cohérence, Cesare est un militaire qui n'hésite pas à prendre les armes et à se battre. En gros, c'est un Geoffrey Baratheon qui a appris à porter ses couilles et qui est toujours le premier sur le champ de bataille. Ouais, la comparaison est peut-être un peu forte. Mais enfin quand même! Et chaque fois que vous lui aurez ôté à cette vie, vous aurez droit à un QTE aussi inutile que répétitif, pour lui ôter une partie de son armure. Est-ce que ça le rendra moins résistant? Est-ce que ça réduira sa barre de vie? Eh ben pas du tout. En bref, là encore, on a droit à un boss abusivement long et chiant à éliminer, et lorsqu'on en vient enfin à bout, non seulement le Gugus refuse de reconnaître ses fautes ou de chercher le moindre pardon,
Ah non, aucune once de bonté, hein, rien, que dalle, ce mec est le mal à l'état pur. Tu ne peux pas me tuer. Aucun homme en ce monde n'en est capable. Alors je te laisse entre les mains du destin. Je peux savoir d'où lui vient cette conviction absolue que personne sur Terre n'est capable de le zigouiller? Non, parce que dans Le Seigneur des Anneaux, on a le coup du roi sorcier d'Angmar, qui avait une protection à peu près semblable. Sauf que lui c'est crédible, dans le sens où non seulement on se trouve dans un univers de magie, mais aussi de prophétie. Il est donc parfaitement logique que cette annonce nous arrive au cours de l'histoire. D'autant que, dans Le Seigneur des Anneaux, c'est annoncé longtemps avant que le roi sorcier d'Angmar soit éliminé. Ça nous est juste rappelé un peu avant son décès. Pour Cesare, d'où ça sort? Visiblement, le gars n'a jamais regardé l'avenir via la pomme, sinon les choses ne se seraient jamais passées comme ça. Donc, est-ce que c'est le pape qui lui a dit? J'en doute, sinon il aurait lui-même prédit ce qui finirait par lui arriver. Est-ce que c'est un mensonge qu'on lui a raconté? Est-ce que c'est une phrase qui se répète depuis qu'il est tout petit et qu'il a fini par croire? Aucune idée. Et pourtant, chacune de ces hypothèses aurait pu amener de la profondeur à ce personnage. Merde! Donc, Ezio choisit de le laisser entre les mains du destin en le balançant du haut des murailles. Pour moi, ça revient à dire qu'il a été tué par un homme, mais enfin bon, on n'est plus à ça près. Et le retour dans le passé s'achève avec une cinématique montrant Ezio déposer la pomme d'Éden dans un mystérieux sanctuaire des précurseurs, qui se révèle être sous le Colisée. Hein? Comment il l'a trouvé? Bah, pour le coup, ça me semble pas si idiot que ça, hein. La pomme contient des milliards de connaissances avancées, donc c'est parfaitement logique qu'elle possède les coordonnées précises de la plupart des sanctuaires ayant été conçus. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on cherchait la pomme dans le premier épisode, pour savoir où étaient planqués les autres. Retour dans le présent, donc. Mais Rebecca est assez surprise vu qu'elle n'a pas remarqué la moindre poignée sur la porte d'entrée. Argument logique. C'est étrange, on dirait qu'elle s'ouvre avec une sorte de commande vocale. J'avais encore jamais vu ça. Où est-ce que t'as vu ça? À aucun moment Ezio n'a parlé dans cette cinématique. Alors d'où vient cette conclusion complètement capillotractée? Bref, pour passer cette porte, il nous faudra donc un mot de passe. Mais manque de bol, c'est précisément à ce moment que le réseau électrique tombe en panne, les empêchant de prodiguer la moindre recherche à ce sujet. Un coup de bol que ce soit jamais arrivé pendant que Desmond était en l'animus, hein. Ah, on peut plus accéder aux souvenirs d'Ezio pour trouver le mot de passe. Alors, juste une question, Desmond. Au lieu de voir juste la fin de cette séquence, pourquoi ne pas avoir choisi d'en voir le début? Ce qui aurait probablement simplifié la tâche à tout le monde d'ailleurs. Bon, ok, peut-être qu'il n'a pas la possibilité de voir les séquences dans l'ordre qu'il souhaite, mais à dire vrai, qu'est-ce qui détermine l'ordre des séquences en fait? Parce que systématiquement, on se retrouve avec une histoire qui saute d'elle-même au chapitre suivant lorsqu'il ne se passe rien d'intéressant, parfois avec des blancs de plusieurs mois, voire de plusieurs années. Est-ce que c'est Rebecca qui choisit la date? Est-ce que c'est Desmond qui a une certaine influence dessus? Là encore, ta gueule, c'est l'animus. Mais en se souvenant du mystérieux symbole tracé sur l'entrée de la crypte, celui qu'on avait découvert en début de queue, Desmond repère les fameux chiffres qui n'étaient visibles qu'à l'aide de la vision d'Ale. Puisqu'en effet, le symbole dans lequel ils sont inscrits ressemble trait pour trait à celui du sanctuaire. Voilà! Ça, c'est un bon élément de scénario. On le remarque au début, sauf qu'on n'a aucun élément d'info dessus, on finit par l'oublier, et ça nous est au final rappelé au tout dernier moment. C'est le tétragramme, les 72 noms de Dieu. Vous voyez? Ils sont contenus dans 3 versets, Exode 19 à Exode 21. Et il y a mieux que ça, si on inscrit les 4 lettres hébraïques du nom de Dieu dans un triangle équilatéral, la somme de leurs valeurs numériques donne toujours le même nombre, 72. Ok. Là encore, bon élément de déduction. Ça implique des connaissances trop pointues pour la plupart des joueurs, mais l'explication est simple et claire. Bon, je suis pas certain de comprendre pourquoi, mais le groupe se sépare, insinuant que le tunnel souterrain conduit sous le Capitole. Jusque là, ok, pourquoi pas, mais pourquoi nous avoir dit que c'était sous le Colisée alors? Et si c'était pour se séparer, pourquoi n'envoyer que Desmond? Est-ce que Lucy choisit de rester avec le groupe en cas de pépin? Est-ce que Sean et Rebecca savent se défendre d'ailleurs? En tant qu'assassin, ils doivent bien avoir subi une formation, un entraînement, non? Aucune idée. Alors, je sais que donner absolument toutes les réponses, c'est pas bon. Il faut laisser le spectateur cogiter un peu de temps à autre. Mais enfin là quand même, on n'a quasiment aucune info sur personne. Sauf que là on n'a pas de base de données pour nous renseigner. Bref, Desmond explore les souterrains et finit par tomber sur un hologramme de Junon, qu'il sera le seul à voir. Je vous répète en long, en large, en travers que je m'adresse à quelqu'un que vous ne pouvez pas voir. Oh non, non, vous vous énervez pas, hein. Alors vous la bouclez, vous restez là et vous attendez que j'ai fini. Attendez, c'est quand même pas facile à comprendre, faut se mettre à leur place. Même quand c'est facile à comprendre, ils comprennent rien. Mais qui? Un hologramme qui apparaîtra à plusieurs reprises pour lui expliquer l'histoire de ce monde et des précurseurs. Donc on débarque dans le Capitole, je suppose, où on est rejoint par le reste du groupe. À quoi ça servait le passage sous le tunnel au juste? À rencontrer l'hologramme de Junon? Vous auriez très bien pu organiser cette rencontre dans le Capitole. Scénaristiquement, la séparation du groupe n'a aucun sens. La balade dans le Colisée n'a aucun intérêt. Et finalement, toute la conversation avec Junon, qui elle est intéressante, pouvait être localisée dans le Capitole.
Et ne me dites pas qu'ils avaient nécessairement besoin de passer par le Colisée pour atteindre le Capitole, faut pas déconner non plus. Ceci dit, on apprend alors qu'il ne s'agit pas du Capitole, mais de la basilique Santa Maria in alla Colline, un lieu dont on n'a jamais entendu parler jusqu'à présent. Vous voyez, le passage dans le Colisée qui conduit ici, j'aurais pu l'accepter. Le souci, c'est que le reste du groupe n'a aucun problème à deviner par où Desmond a débouché, et à arriver en même temps que lui. Bon, vous allez me dire, oui, mais Desmond porte un GPS pour toujours être localisé. Oui, mais je pense pas que ça doit marcher aussi profondément sous terre. Puis vous allez pas me dire qu'il était impossible de rappeler cet élément au public. Genre, wesh les potos, comment vous avez deviné où j'étais? Bah t'as un GPS, Coco. Rien qu'une petite précision comme ça, j'aurais pu dire oui, et même fermer les yeux sur les autres incohérences. Apercevant le fantôme d'Ezio, Desmond se met alors à escalader les parois, activant des mécanismes bien visibles. Vous allez pas me dire que personne ne les a jamais remarqués, sérieux. Ce qui lui permet d'ouvrir un passage, ponctué par les récits de Junon, qui nous raconte plus ou moins ce qu'on savait déjà, mais avec quelques éléments nouveaux. Pas de quoi fouetter un chat, me direz-vous, mais ça rajoute un peu plus à la dimension semi-divine des précurseurs. L'activation des leviers secrets enclenche la descente d'un ascenseur lorsque le mécanisme se trouve à proximité de Desmond. Et j'ai à nouveau une certaine réserve. On a commencé la construction de Santa Maria in alla Colline au 6e siècle, et on a terminé au 13e siècle. Est-ce que je peux savoir qui a ajouté des éléments qui datent de l'époque des précurseurs? Non, parce que les précurseurs sont déjà tous morts et enterrés depuis des milliers d'années, donc je vois pas trop qui a pu construire cet accès au sanctuaire. Là encore, il y a peut-être une explication, mais elle n'est même pas soulevée par le groupe, ni même par l'historien, ce qui rend l'incohérence encore plus insupportable. On arrive devant la porte du temple, et Desmond, après une réserve sur le fait que la porte puisse comprendre sa langue, révèle le mot de passe, et c'est le bon. Dans le sanctuaire, nous devrons alors faire face à une épreuve d'escalade et... Putain, heureusement que le parcours a la spécialité des assassins. Et pendant cette épreuve, on apprend davantage de la part de Junon, notamment que les précurseurs, contrairement aux humains, possèdent 6 sens. Le 6e étant la vision d'aigle. Cependant, ceux qui étaient là avant considéraient trop dangereux que les humains, qu'ils avaient créés, je vous rappelle, le possèdent. Sauf qu'après un premier cataclysme, ils ont commencé à se dire que ce serait peut-être mieux que la vision d'aigle soit disponible pour certains, histoire de repérer les éventuels indices qu'ils leur donneraient. Ça nous donne effectivement un indice sur l'origine de ce pouvoir, qui n'a jusqu'à présent jamais eu besoin d'explication, et ça lui donne même une justification, voire la vérité. Même si j'ai quand même des gros doutes dessus. Mais au final, Junon fait la remarque comme quoi Desmond lui-même est attendu. Junon nous parle à travers les siècles, sauf que cet hologramme n'étant visible et audible que du héros, on commence à se demander si c'est bel et bien la vérité, si c'est le fait d'avoir le gène des anciens qui permet à Desmond d'avoir accès à cet enregistrement, ou s'il devient juste cinglé à force de faire des allers-retours dans le temps. L'épreuve est finalement réussie, et le petit groupe finit par s'emparer de la pomme. L'orbe s'illumine, permettant de distinguer de multiples symboles, mais alors que Desmond s'en empare, il se voit possédé par Junon. Elle nous déclare alors tout ce qu'on avait compris un peu plus tôt. Desmond est un héritier des précurseurs, d'où sa capacité à avoir la vision d'aigle et à activer les mécanismes de leur technologie. Poussé par cette force, Desmond finit par dégainer la lame secrète pour la planter dans le cœur de Lucie. What? Alors, je vais me montrer assez gentil pour une fois. L'ultime voyage a commencé. Il en est une qui doit franchir le seuil avec toi. Mais elle échappe à notre vue. La croix obscurcit l'horizon. Pour moi, ça signifiait que Lucie, d'une manière ou d'une autre, allait empêcher Desmond d'accomplir sa destinée. Genre parce qu'il est amoureux d'elle, donc il existe à faire un truc qui pourrait lui faire du mal, ce type de choses. Ou alors parce que Lucie pourrait se faire capturer par les Templiers, ce qui aurait poussé Desmond à rendre les armes pour la sauver. Suite à cela, Desmond tombe dans le coma, victime d'une violente surcharge de souvenirs. Ce cliffhanger de Brotherhood en avait choqué plus d'un. Lucie était un personnage emblématique de la saga, et beaucoup pensaient qu'elle serait probablement l'amour de Desmond. Causer sa mort de cette manière a beaucoup surpris, et intrigué. Pour le coma, il est parfaitement justifié. Il avait été précisé à l'avance qu'à force d'utiliser l'animus, les mémoires ancestrales pouvaient envahir l'utilisateur, jusqu'à le rendre fou ou détruire son cerveau. Ce qui était plus ou moins arrivé au sujet 16. Tiens d'ailleurs, maintenant qu'on parle de lui, vous savez en quoi consiste la vérité de Brotherhood? Compilation des sous-systèmes. Infrastructure. Tendons. Cœur. Voix. Sujet 16? Oui, oui. Enchanté, sujet 17. Tu es mort. J'ai vu ton sang. Le temps presse. Beaucoup plus que tu ne le crois. Il est trop tard pour les sauver. Qui? Elle n'est pas celle que tu crois. Tout ce que tu espères devenir, tout ce que tu chéris, ça n'existe plus. Explique-moi. Je t'en prie. L'Éden. Elle... Dans l'Éden, trouve Ève. La clé. Son ADN. Continue.
Impossible. Le soleil. Ton fils. Trop faible, il faudrait plus d'énergie. Attends! Je serai avec toi jusqu'au bout. Retrouve-moi dans les ténèbres. Niveau révélation, ça vaut clairement pas celle du 2. Et c'est beaucoup trop cryptique pour que ça produise le moindre impact émotionnel. Enfin bref, que dire d'Assassin's Creed Brotherhood? Eh ben c'est... médiocre. Le jeu a du potentiel, mais le gameplay n'évolue pas, et il commence même à bien vieillir. Les graphismes se sont améliorés, mais au dépens du reste. Ça lag, ça bug à tous les coins de rue. Et le scénario, nom de diable! Bon sang! Non seulement on replonge dans les méandres du manichéisme, mais en plus les facilités scénaristiques et les incohérences sont légion. Je suis désolé, mais non! Il y a quelques bonnes idées, et même de très bonnes idées parfois, mais elles ne sont pas assez importantes pour maintenir le jeu à flot. Que vaut le jeu donc? À peine de quoi s'y intéresser. Si l'épisode 2 renouvelait la formule avec brio, malgré pas mal de défauts, celui-ci se contente de la réchauffer en rajoutant quelques petits ingrédients innovants par-dessus, en espérant qu'on ne se rende pas compte de la supercherie. C'est naze. Et le problème, c'est que son scénario le rend tout de même indispensable pour bien piger ce qui va se passer ensuite. Et voilà, c'est fini pour Assassin's Creed Brotherhood. Je vous remercie d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout. Je vous donne donc rendez-vous pour le prochain épisode, et je vous dis donc à bientôt à bord de l'Universalis.